Hey les amis, je suis le voyage de la détente. Ce soir, on va plonger dans un voyage millénaire, entre sable doré, temples silencieux et haleine de chacal. Oui, tu as bien lu. Oublie un instant les tubes de dentifrice à la menthe et les pubs trop souriantes. Ce soir, on remonte aux origines du tout premier dentifrice, dans l'Égypte ancienne. Imagine-toi marcher pieds nus sur les bords du Nil alors que le soleil décline lentement derrière les palmiers. Les ibis s'envolent en silence, un air tiède te frôle la nuque. Au loin, un prêtre psalmodie quelque chose à propos de purification, pendant qu'un scribe mâchonne une tige étrange entre ses dents. Ce n'est pas un chewing-gum, c'est la version pharaonique de la brosse à dents, et tu ne survivras probablement pas à la suite sans grimacer un peu. Alors avant de t'installer confortablement, pense à liker la vidéo et à t'abonner, mais seulement si tu aimes vraiment ce que je fais ici. Et tant qu'on y est, dis-moi en commentaire, t'es où dans le monde et il est quelle heure chez toi, je suis curieux. Et légèrement inquiet pour ceux qui regardent ça à 6 heures du mat. Maintenant tamise la lumière, allume peut-être un ventilateur pour un léger bruit de fond, et glissons doucement ensemble dans ce voyage nocturne. Tu poses enfin le pied dans une ruelle sablonneuse de Thèbes, quelque part vers 1500 avant notre ère. Des effluves de myrrhe flottent dans l'air mêlé à celui moins charmant de poissons séchés. À ta droite, un marchand vante les vertus d'une crème pour la peau à base de graisse de crocodile. Tu te souviens de cette crème solaire au croco? Eh bien, ici, ça se porte toute l'année. Mais ce soir, ton nez n'est pas le seul à être sollicité, car c'est une autre odeur plus subtile qui t'attire, celle d'un encens légèrement poivré et d'une pâte bizarre qu'un jeune apprenti applique sur ses dents avec une brindille. Loin des papyrus sacrés et des bijoux d'apparat, les Égyptiens anciens prenaient très au sérieux leur bouche, et pas seulement pour parler aux dieux, car dans une société où l'apparence reflétait la pureté de l'âme, des dents propres et une haleine fraîche était une affaire divine. Tu avances et tu remarques un détail curieux, les gens ici ont des dents étonnamment usées, limées comme par le temps ou le sable. Et ce n'est pas une métaphore. Les Égyptiens consommaient beaucoup de pain fait avec des meules de pierre grossière. Résultat, à chaque bouchée, un peu de poussière minérale venait poncer les mailles. C'est peut-être l'un des premiers cas où la nourriture t'oblige à inventer un rituel de nettoyage. Les spécialistes débattent encore pour savoir si ces pratiques dentaires étaient réservées à l'élite ou si même les paysans du delta utilisaient ces mélanges. Certains pensent que seuls les prêtres obsédés par la purification allaient jusqu'à se frotter les dents avec des cendres. D'autres avancent que même les plus pauvres fabriquaient leurs propres pâtes, souvent à base de bicarbonate naturel, le natron trouvé dans les marais salés. Tu croises un vieil homme qui te sourit avec fierté, révélant des dents aussi érodées qu'un temple battu par les siècles. Il mâche lentement une racine, puis te fait signe de t'approcher. Il te tend un petit bol à l'intérieur, une sorte de pâte grisâtre épaisse, dégageant une odeur de menthe fanée et de fumée. Tu hésites, mais par politesse et curiosité morbide, tu acceptes une noisette. Ça pique sa mousse un peu et tu regrettes instantanément. Blague à part, il s'agit probablement d'une des premières versions du dentifrice égyptien. Les archéologues ont retrouvé des recettes sur papyrus, certaines contenaient du sel de la menthe sauvage, du poivre noir et même des fleurs d'iris broyées. Un cocktail abrasif mais efficace. Sauf peut-être pour les gencives qui saignaient parfois au contact de ces mélanges, un peu trop enthousiastes. Fun fact, dans une tombe de Saqqara, on a retrouvé un petit récipient en albâtre encore rempli d'une pâte desséchée. Après analyse, les chercheurs ont détecté des traces de natron de cendre et de coquilles d'œufs. Bref, un combo pour un sourire éclatant façon 1400 Vivenda, JOC. Mais ce qui fascine, c'est que ces pratiques n'étaient pas seulement hygiéniques. Elles étaient rituelles. Avant d'entrer dans un temple, un prêtre devait purifier son corps et sa bouche. Pas question de s'adresser à Aymon avec une haleine de poisson. Tu fais maintenant face à un petit autel domestique. Une femme agenouillée y brûle un peu de myrrhe. À côté d'elle, posée sur un plateau en calcaire, une brosse taillée dans du bois et une petite coupelle. Elle trempe la brosse dans la pâte, puis la passe doucement sur ses dents. Elle ferme les yeux. Ce n'est pas juste du brossage, c'est une offrande. Et voilà que ton esprit vagabonde. Tu t'imagines rentrer chez toi, tirer ton tube de dentifrice industriel et réciter une prière silencieuse à la divinité du fluor. Tu souris. Ce n'est pas si absurde.
Et pendant que tu te laisses porter par le vent chaud et le bourdonnement paresseux des moustiques du Nil, une dernière pensée te traverse quelque part. Il y a 3500 ans, un scribe fatigué mâchait un bâton amer en soupirant. Encore une recette pour purifier la bouche. Ils veulent ma mort, ces prêtres. Mais rassure-toi, ce n'est que le début de notre étrange aventure. Tu suis une sente étroite entre deux murs d'adobe. Le sol est poussiéreux craquant sous tes sandales imaginaires, et l'air sent la chaleur cuite à blanc. Devant toi, un jeune garçon souffle doucement sur un petit tas de cendres disposées dans une coquille de noix de palmier. Il y ajoute un peu de poudre grisâtre puis se frotte les dents avec le doigt, sans miroir, sans brosse, sans gêne. Tu viens de faire connaissance avec une version très primitive du dentifrice, une poudre sacrée, au charme abrasif. L'ingrédient de base, des cendres de plantes séchées. Oui, tu es littéralement en train d'assister à quelqu'un qui se met les restes de feu sur les gencives. Et pourtant, dans cette Égypte ancienne, cela n'a rien d'étrange. Bien au contraire, ce geste est quotidien et presque sacré. Les archéologues ont identifié des mélanges faits de coquilles d'huîtres broyées de pierres ponces réduites en poussière de cendres végétales, de cendres animales, et même de sabots brûlés. Oui, un brin de croquant pour commencer la journée. Entre nous, c'est un peu comme si ton dentifrice avait été préparé dans la forge d'un maréchal ferrant. Les anciens Égyptiens pensaient que cette poussière bien choisie nettoyait la bouche et protégeait l'âme, car la purification ici ne s'arrêtait pas à l'eau sur les mains, tout devait être pur, même le souffle. Tu passes près d'un petit autel à moitié effondré. À côté d'un vase fêlé repose un petit récipient d'argile. En t'approchant, tu remarques des restes de poudre blanchâtre. Si tu t'en approches trop, une odeur te prend le nez, un mélange de cendres d'herbes sèches et de quelque chose de fermenté. Et ce n'est pas que toi-même, les scribes de l'époque en faisaient des grimaces. Un papyrus médical retrouvé à Edfou mentionne une formule à base de natron, de myrrhe et d'os noircis, censée faire reculer les esprits malins de la bouche. Charmant. L'idée n'était pas seulement de nettoyer, mais de protéger contre les influences mauvaises. Car oui, pour un Égyptien, mauvaise haleine, mauvaise énergie. CQFD. Les spécialistes débattent encore pour savoir si ces poudres étaient utilisées à sec ou mélangées à un liquide. Certains pensent qu'on les mélangeait à de l'eau ou à de l'huile, voire même à du vin ou du miel. D'autres suggèrent que le dentifrice était frotté directement sur les dents, à l'aide d'un doigt ou d'un petit bâton en bois fibreux. Dans les deux cas, on imagine la sensation granuleuse. Tu t'assois un instant sur un muret effrité et observes une prêtresse qui se prépare pour une cérémonie. Elle extrait d'un coffret un mélange brun qu'elle applique avec lenteur sur ses dents. Elle ferme les yeux. Tu entends un murmure. Que ma bouche ne trahisse ni les morts ni les dieux. C'est à la fois beau et un peu flippant. Mais ici, parler avec la bouche impure était presque un blasphème. Fun fact, une étude moderne a reproduit une recette égyptienne supposée venir du IIIe siècle avant notre ère, retrouvée dans un texte grec décrivant un dentifrice à base de sel, de poivre, de menthe séchée et de fleurs d'iris. L'équipe scientifique l'a testé en laboratoire. Résultat très efficace et incroyablement irritante. Sur une échelle de fraîcheur mentholée à incendie buccal, on est clairement dans la deuxième catégorie. Et ce n'était pas réservé aux vivants. Les morts aussi devaient garder la bouche propre. Dans certains rites funéraires, on purifiait les dents du défunt avant de les embaumer. Pourquoi ? Parce que dans l'au-delà, il fallait pouvoir parler aux dieux avec une bouche digne d'eux. Et surtout parce qu'une haleine fétide pouvait empêcher l'âme de prononcer les formules magiques qui ouvrirent les portes du royaume des morts. Oui, même dans la mort, tu étais jugé sur ton hygiène bucco-dentaire. Un autre petit détail charmant, certaines familles enterraient leurs morts avec une poudre purifiante dans une petite jarre scellée en prévision des jugements à venir. Un genre de kit de survie cosmique version menthe forte. Et au passage, blague douce, imagine le premier rendez-vous galant égyptien. Un regard, un sourire, et hop, un petit pincement de nez discret. Désolé mon prince, mais tu sens encore la corne brûlée. Tu poursuis ton chemin dépassant une école de jeunes scribes. L'un d'eux éternue dans la poussière et grogne quelque chose d'incompréhensible. Un autre plus sérieux applique méthodiquement sa poudre sur ses dents, tout en récitant les lois de Maat, la déesse de l'équilibre.
Et tu réalises ici prendre soin de sa bouche, ce n'est pas cosmétique, c'est philosophique. Toi, la moderne avec ta brosse électrique qui vibre comme un drone, en fin de batterie, tu penses peut-être que tu es en avance. Mais quelque part, il y a 3000 ans, un scribe se levait, se frottait les dents avec de la pierre volcanique et murmurait « Je suis prêt à dire la vérité ». Et entre deux nuages de poussière et une légère toux, parce que respirer la cendre, ce n'est pas hyper relaxant, tu comprends, quelque chose. Le dentifrice ici, c'est un lien entre le corps, l'esprit et les dieux. Un peu râpeux peut-être, mais infiniment profond. Tu entres maintenant dans un bâtiment bas ombragé fait de briques crues, avec des murs couverts de hiéroglyphes soigneusement gravés. L'air y est plus frais, presque solennel. Sur un tapis de jonc tressé, un scribe est assis en tailleur, un pinceau de roseau dans une main, un petit pot de pâte dans l'autre. Il fait claquer sa langue contre son palais, une grimace d'irritation au coin des lèvres. Tu viens de surprendre un moment d'intimité, la routine bucco-dentaire d'un lettré. Bienvenue dans la vie d'un scribe égyptien, entre la plume, la prière et le nettoyage de molaires. Tu t'approches sans bruit. Le scribe est concentré. Il plonge sa brindille dans une poudre granuleuse, puis frotte vigoureusement ses dents avec un mouvement presque militaire. À sa droite, un papyrus ouvert liste des mots sacrés. À sa gauche, une petite coupe d'eau parfumée. Il rince, crache dans une fissure du sol, puis murmure quelque chose à propos de pureté vocale, comme s'il devait chanter l'alphabet sacré dans l'oreille d'un dieu. Dans l'Égypte ancienne, les scribes ne sont pas de simples gratte-papyrus. Ce sont les dépositaires du savoir, les intermédiaires entre les hommes et les puissances célestes. Leur bouche, outil de récitation et d'incantation, doit être aussi propre qu'un autel. Et ils ne sont pas seuls dans cette obsession. Les prêtres, surtout ceux qui officiaient dans les grands temples de Karnak Dendera ou Memphis, suivaient des protocoles de purification drastiques, bain rasage du corps entier en sang, et bien sûr nettoyage de la bouche. Pas question de souffler sur une statue divine avec une haleine de hareng fermentée. Les spécialistes débattent encore pour savoir si ces pratiques étaient universellement appliquées ou limitées aux castes supérieures. Certains manuscrits suggèrent que même les novices de petite extraction étaient formés à l'usage de poudre dentaire. D'autres, plus sceptiques, pensent que seuls les hauts prêtres et les scribes de cour y avaient accès régulièrement faute de moyens. Toi, tu es là accroupi dans un coin à observer une scène banale qui prend des allures de rituel. Un prêtre plus âgé entresalue d'un hochement de tête puis extrait d'une boîte d'ébène un petit instrument, une sorte de cure-dent, recourbé en os ou en ivoire. Il l'utilise pour dégager des restes invisibles entre ses molaires avant de se rincer la bouche avec une décoction chaude à base de menthe. L'odeur est vive, presque piquante. Tu retiens une toux, et là, sans prévenir une anecdote, te tombe dessus. Un vieux texte médico-magique mentionne une prière à réciter en se frottant les dents pour éloigner les esprits de pourriture. Oui, même la plaque dentaire avait droit à son exorcisme. Fun fact, certains papyrus médicaux évoquent le lien entre une mauvaise haleine et les troubles émotionnels. Selon eux, une bouche trouble indiquait une pensée perturbée. Un scribe trop nerveux, peut-être juste un gars qui avait sauté sa session de sabots, broyé du matin. Tu avances dans le temple, franchis une cour envahie de silence. Là, une jeune prêtresse est en train de préparer un mélange. Elle écrase des grains noirs dans un mortier de pierre. Poivre noir, probablement mélangé à des pétales d'iris séchés et à une pincée de natron. Le tout sera filtré, séché et stocké pour les jours sacrés. Elle te voit et sourit, dévoilant des dents étonnamment bien alignées, mais tachées par l'abrasion constante. Car c'est le paradoxe, les Égyptiens avaient des dents usées très tôt, non pas à cause du sucre inexistant à l'époque, mais à cause des impuretés dans la farine et des agents nettoyants eux-mêmes parfois plus agressifs que protecteurs. Blague du soir. Imagine une publicité antique, un scribe se tourne vers la caméra, brandit une cuillère de cendre, pour un sourire divin, brûler du sabot. Et en voix off. Attention peut causer des saignements mineurs, des visions étranges et une tendance à murmurer à Anubis. Tu redescends dans les quartiers plus modestes, là où vivent les scribes de rang inférieur. Dans une petite pièce mal éclairée, l'un d'eux mâche une tige d'arbre amer. On pense qu'il s'agit de Salvadora persica, un arbuste dont les branches,
servaient à fabriquer les premières brosses naturelles. Fibres souples, goût intense, et action antibactérienne, un ancêtre du dentifrice, en version chewing-gum. Tu l'observes en silence. Il mâche avec une régularité tranquille, puis passe lentement la tige sur ses dents, la tournant au fur et à mesure qu'elle s'effiloche. Pas besoin d'eau, pas besoin de récipient, juste une plante, la patience et un savoir transmis à voix basse. Et là, alors que tu écoutes le vent frôler les feuilles de papyrus, tu te dis que ces gestes minuscules et constants racontent une autre histoire, celle d'un peuple pour qui la parole était sacrée et la bouche un sanctuaire. Ce n'est pas juste se laver les dents, c'est préparer sa voix à dire des vérités. Et toi, tout doucement, tu glisses plus loin dans cette Égypte, où chaque murmure commence par un nettoyage minutieux. Et tu sais quoi, tu commences presque à sentir la fraîcheur du poivre noir. Tu continues d'errer dans les ruelles de cette Égypte immobile, poussiéreuse et étrangement vivante. Chaque coin de mur, chaque fragment de poterie semble chuchoter quelque chose à propos d'un temps où même les recettes de dentifrice étaient enveloppées de mystère. Te voilà maintenant à l'intérieur d'un atelier. L'odeur est âcre, presque métallique. Des mortiers en pierre sont alignés le long d'un mur, certains encore couverts de résidus blanchâtres, d'autres abandonnés, comme si leur dernier utilisateur avait été soudainement convoqué chez Osiris. Tu regardes peu autour de toi, aucune étiquette, aucun mode d'emploi. Juste des bols des poudres et un désordre organisé. C'est ici que les préparations buccales les plus secrètes voyaient le jour. Ce que tu ne sais pas encore, c'est que plusieurs de ces mélanges sont perdus pour toujours. Les Égyptiens ont laissé des traces de milliers de formules médicales, mais très peu de celles liées à l'hygiène dentaire sont arrivées jusqu'à nous de façon claire. Certaines mentions sont cryptées, voilées de symboles ou codées dans des jeux de mots si subtils qu'ils font passer un mot croisé du dimanche pour une récréation. Les spécialistes débattent encore pour savoir si cette dissimulation était volontaire. Était-ce une manière de protéger les secrets des prêtres ou tout simplement une tradition orale, transmise de bouche en bouche, sans mauvais jeu de mots, mais jamais consignée intégralement? Les deux théories s'affrontent chacune défendue avec la passion d'un archéologue face à un vase qui refuse de livrer ses secrets. Tu t'approches d'un papyrus partiellement déroulé, posé en équilibre instable sur une tablette. Tu déchiffres lentement pour purifier la laine avant la parole sacrée, celle résine herbe d'hibou iris. Tu t'arrêtes, herbe d'hibou. Ce n'est pas une plante, ça. C'est une expression idiomatique, peut-être une herbe nocturne ou un surnom d'apothicaire. Et là, tu réalises, ces recettes sont autant des énigmes que des formules. Un jeune apprenti passe derrière toi. Il toussote, puis sans dire un mot, ajoute du sable fin à un bol de natron. Il mélange soigneusement comme s'il tissait un sort. C'est ça ici, chaque recette est un rituel, chaque mélange un secret. Et puis il y a la formule, celle qui agite les historiens depuis des décennies. Un fragment de papyrus trouvé à El Laoun parle d'un mélange à usage unique destiné à préparer la bouche pour la parole au roi ou au dieu. Il contient du sel de mer, du charbon, du miel chauffé et un ingrédient mystérieux nommé Nebka. Personne ne sait ce que c'est. Certains y voient une résine disparue. D'autres, un nom de code pour un mélange spécifique réservé à l'élite. Fun fact, un chercheur autrichien un peu trop zélé a tenté de reconstituer cette recette dans son labo, avant de devoir arrêter après 2 jours à cause d'irritations sévères des gencives. Comme quoi certains secrets devraient peut-être rester enfouis. Blague du soir, tu imagines un tutoriel YouTube, version 1500 Veozavanda. JC. Salut les amis. Aujourd'hui, on va faire un dentifrice DIY à base de sable de miel tiède et de copeaux d'amulettes. N'oubliez pas de liker si vos dents ne tombent pas dans l'heure. Mais derrière le sarcasme, une réalité fascinante, les recettes évoluaient. Un mélange utilisé dans le Nord ne ressemblait pas à celui du Sud. Et d'un siècle à l'autre, les proportions changeaient, les ingrédients s'adaptaient à ce que la région offrait. Pas de production industrielle ici, c'était du fait main, du local, du bio avant l'heure. Sauf qu'au lieu de menthe douce, tu te retrouvais souvent avec de la boue salée. Tu t'installes sur une marche de pierre et tu observes une femme âgée écraser des racines dans un pilon. À ses côtés, une petite fille remue le mélange lentement concentré comme si elle préparait une potion magique. Peut-être que c'est le cas à leur manière. Elles discutent doucement. Ce sont les rares mots d'une tradition
transmise de mère en fille, de génération en génération, dans le silence de l'histoire. Et pendant que le soleil décline doucement derrière les colonnes d'un temple voisin, tu réalises quelque chose, ce que tu regardes là. Ce n'est pas un simple atelier d'herboriste. C'est une bibliothèque vivante de soins dentaires, une mémoire collective de goûts, de textures, de gestes, une pharmacopée intime gravée non pas sur la pierre, mais sur les gencives. Tu refermes lentement le couvercle d'un pot vide. Il sent encore un peu la menthe, l'encens et la poussière du temps. Et tu sens une étrange nostalgie pour une époque où même se brosser les dents pouvait ressembler à une cérémonie. Tu avances maintenant dans un quartier plus modeste, là où les maisons sont basses, les murs décolorés par le sable et le vent, et les enfants courent en riant entre les poteries fendues. Ici, loin des temples et des ateliers sacrés, tu vas découvrir une autre facette de cette histoire d'hygiène dentaire, celle des objets. Des outils rudimentaires peut-être, mais porteurs d'une inventivité désarmante. Un garçon t'observe avec curiosité. Il tient entre les dents un petit bâton dont l'extrémité est effilochée comme un pinceau mal taillé. Tu le suis du regard jusqu'à ce qu'il s'accroupisse à côté de sa mère qui frotte la même sorte de tige entre ses dents avec une patience méditative. Ce que tu regardes là, c'est l'ancêtre de la brosse à dents. Pas de manche en plastique ni de poils synthétiques, bien sûr. Juste un morceau de bois, souvent du noyer du palmier, ou plus souvent encore de Salvadora persica, la fameuse plante à brosse à dents que l'on mâchonnait jusqu'à ce qu'il s'effiloche. Une fois l'extrémité devenue souple, on pouvait la frotter doucement contre les dents comme un mini balai buccal. Et tu sais quoi? Ça marchait plutôt bien. Les archéologues ont retrouvé des centaines de ces bâtonnets dans les tombes, souvent rangés dans de petites pochettes de lin ou enveloppés dans du cuir, parfois même parfumés. Oui, parfumés, parce que se nettoyer la bouche, c'était aussi une affaire de goût, littéralement. Tu en tiens un entre les doigts maintenant. Il est léger, un peu râpeux. Tu mâchouilles l'extrémité par curiosité et une vague d'amertume végétale te picote la langue. Le goût est étrange entre l'eucalyptus, le foin sec et une légère sensation de savon. Pas désagréable, pas agréable non plus, disons fonctionnel, et ça ne s'arrêtait pas là. Car les Égyptiens ne faisaient pas que mâchonner des branches au hasard. Ils avaient des techniques, certains taillaient des petites rainures dans le bois pour y faire adhérer la poudre dentifrice. D'autres trempaient la tige dans une pâte avant de frotter les dents avec un mouvement circulaire. Oui, ils avaient déjà compris l'importance de frotter dans tous les sens, preuve que ta brosse électrique n'a rien inventé. Les spécialistes débattent encore pour savoir si ces baguettes étaient utilisées seules ou accompagnées d'autres objets. Des textes évoquent des aiguilles à dents, probablement des cure-dents en os ou en cuivre. Dans une tombe de la vallée des nobles, on a même retrouvé un minuscule outil en ivoire, sculpté comme une feuille de papyrus, servant peut-être à nettoyer entre les dents. Pas d'orthodontie, mais une vraie attention aux détails. Fun fact, dans une maison fouillée à Amarna, les archéologues ont découvert un petit étui en bois contenant 4 baguettes à mâcher et un sachet de poudre dentifrice, le tout soigneusement rangé comme une trousse de toilette. Les Égyptiens voyageaient légers, mais jamais sans leur hygiène buccale. Tu regardes autour de toi, un homme d'un certain âge frotte ses dents avec application tout en discutant philosophie du Nil avec son voisin. Une femme râpe un morceau de résine pour parfumer un bâton neuf. Une fillette râle parce que son bâton a un goût trop fort. Et sa mère lui répond blasée: « Tu veux finir comme ton oncle à parler aux dieux sans dents ?» Et toi tu ris doucement, parce qu'à travers ces gestes simples, tu perçois une sagesse ancienne. Ces gens n'avaient pas de dentiste, pas de rince-bouche fluo, mais ils avaient compris l'essentiel, que les petits rituels quotidiens protègent autant le corps que l'esprit. Blague douce du jour, imagine un test de pub égyptien. 2 scribes se disputent sur la qualité d'un bâton à mâcher. Moi, je préfère celui au papyrus mentholé. T'es fou. Rien ne vaut le modèle en bois de lotus, édition Ramsès III. Et pendant ce temps, une chèvre broute un exemplaire de chaque. Tu avances encore un peu et découvres un petit marché improvisé. Des femmes y vendent des bâtons de nettoyage enroulés de ficelles prêts à l'usage. Certains sont humidifiés, d'autres trempés dans du miel cristallisé. Tu sens que cette pratique est aussi culturelle qu'hygiénique, une affaire de tradition, de confort, de continuité. Et là, un homme te propose d'essayer un modèle spécial, cérémonie, enduit d'une pâte blanche. Tu acceptes par curiosité.
C'est doux, légèrement floral, presque agréable, jusqu'à ce que le poivre noir surgisse de nulle part pour te rappeler que même ici, se laver les dents est un petit défi existentiel. Alors tu recraches discrètement souris et repars en silence, le goût encore présent sur la langue. Ce bâtonnet, si humble soit-il, t'accompagne dans ton esprit comme un symbole, celui d'un peuple qui, avec 3 fois rien à inventer, le sourire discipliné. Tu regardes une dernière fois les enfants qui mâchonnent leurs brindilles avec sérieux et tu te dis, peut-être que ce n'est pas quoi tu utilises pour te brosser les dents qui compte, mais comment tu le fais? Te voilà maintenant dans une arrière-salle presque secrète d'un petit temple isolé, quelque part dans le sud de l'Égypte. L'ambiance est feutrée, l'éclairage tamisé par des torchères à la résine qui crépitent doucement. Tu sens immédiatement une odeur qui n'a rien à voir avec les encens habituels, quelque chose de piquant, mentholé, terreux et floral à la fois. Un prêtre s'affaire au fond de la pièce. Devant lui, une série de petites fioles en albâtre, en terre cuite et même en verre teinté. C'est ici que tu vas découvrir les ingrédients stars du dentifrice égyptien. Tu t'approches doucement et déjà une vapeur légère t'irrite les narines. Le prêtre soulève un couvercle et te montre l'intérieur d'un pot, une pâte beige dense, presque granuleuse, à l'odeur incroyablement complexe. Il murmure comme s'il s'adressait à une divinité, celle du désert, iris séché, menthe sauvage, poivre noir, natron sacré. Pas de fluor ici, mais un véritable cocktail alchimique. Le sel, d'abord brut, non raffiné, directement extrait des marais salés. Il sert à abraser la plaque dentaire, mais aussi à purifier symboliquement. Puis l'iris. Tu ne t'attendais peut-être pas à voir une fleur dans ce contexte, mais elle est là, réduite en poudre pour parfumer la laine et calmer les inflammations. L'odeur est douce, presque sucrée, comme un souvenir de printemps figé dans le sable. Et ensuite la menthe sauvage cultivée près des canaux. Pas la menthe verte de ton chewing-gum du supermarché, non. Celle-ci est plus poivrée, plus sèche, comme si elle avait poussé dans une bibliothèque. Une bouchée suffit pour te geler le palais pendant 10 bonnes minutes. Et si tu survis à ça, c'est le poivre noir qui vient te chatouiller les gencives. Pas pour le plaisir, enfin, sauf si tu es du genre à aimer souffrir, mais parce que le piquant stimule la salivation. Astucieux, mais traître. Fun fact, certaines recettes ajoutaient un ingrédient particulièrement inattendu, la pierre ponce. Réduite en poudre bien sûr, mais oui, tu pouvais littéralement te brosser les dents avec une roche volcanique. Douce exfoliation n'a jamais été aussi littérale. Les spécialistes débattent encore pour savoir si ces recettes étaient standardisées ou improvisées selon les temples et les époques. Certains papyrus médicaux proposent des formules précises, d'autres laissent la porte ouverte à des variantes locales. Peut-être qu'un prêtre de Memphis n'utilisait pas les mêmes proportions qu'un moine de Thèbes. Peut-être même que comme aujourd'hui, chacun avait sa marque préférée. Team natron ou team résine, le débat reste ouvert. Tu observes maintenant une femme âgée écraser les ingrédients à l'aide d'un pilon de basalte. Le bruit régulier te berce doucement. Elle ajoute un filet d'huile de ricin pour lier le tout. Une pâte crémeuse se forme d'un beige pâle, légèrement nacré. Elle plonge un petit bâton dans le mélange, le porte à sa bouche et frotte lentement. Elle ferme les yeux. Ce n'est pas un soin, c'est un instant de méditation. Et là, un jeune apprenti surgit enthousiaste. Il t'explique qu'une variante plus douce de la pâte contient aussi du miel. Oui, du miel. Pour adoucir le goût, fixer les arômes et accessoirement nourrir quelques bactéries si tu n'as pas bien rincé. On appelle ça un compromis gustatif. Blague douce du jour, imagine un concours de dentifrice antique. 3 prêtres, alignés, chacun avec sa recette secrète. L'un trop salé, l'autre trop piquant, et le troisième, étonnamment parfumé au lotus. Le gagnant, celui qui fait grimacer le moins d'enfants du village. Tu passes ensuite à un autre atelier plus simple. Ici, on utilise ce qu'on trouve du natron mélangé à de l'eau de rose, quelques feuilles de sauge écrasées, un peu de charbon. Le résultat est noir, pâteux, et dégage une odeur fumée qui reste longtemps sur la langue. Une vieille femme te jure que ça rafraîchit l'âme. Tu ne discutes pas. Ta bouche est déjà un volcan en éruption. Et ce qui t'étonne le plus, ce n'est pas la diversité des recettes, ni leur efficacité relative. C'est la précision. Chaque geste est pesé, chaque ingrédient sélectionné avec attention. Ce n'est pas un bricolage,
C'est une science ou mieux encore une magie technique. L'hygiène ici devient une forme de sagesse. Certains prêtres allaient même jusqu'à conserver des recettes de famille jalousement gardées et transmises comme des trésors. Dans un papyrus retrouvé à Hermopolis, une phrase intrigue encore les égyptologues: celui qui nettoie sa bouche selon le mode de Ptah vivra longtemps et sans fièvre. Est-ce que Ptah avait sa propre marque? Est-ce une métaphore mystère? Mais tu sens que derrière chaque peau, il y avait une intention presque mystique. Et pendant que tu quittes cette pièce, le goût encore présent sur ta langue, tu réalises que le dentifrice égyptien n'était pas une simple pâte, c'était une passerelle entre le corps, la spiritualité et un soupçon de sadomasochisme gustatif. Allez, une gorgée d'eau, un clin d'œil à la prêtresse qui t'observe en souriant, et tu reprends la route, plus éclairée et légèrement poivrée. Tu te retrouves maintenant dans un endroit très particulier, un entrepôt funéraire à l'écart de la ville, non loin d'une nécropole baignée de lumière dorée. L'ambiance est différente ici, le silence est plus dense, l'air chargé d'encens et de poussière de lin, et les objets qu'on y entrepose ne sont pas faits pour les vivants, car ce soir tu vas découvrir un aspect inattendu, les soins dentaires pour les morts. Oui, tu as bien entendu. Là devant toi, un embaumeur s'affaire sur un corps recouvert de bandelettes. Pas d'effroi ici, la mort est une continuité, pas une fin. Il ouvre une petite boîte en bois peint, en sort une pâte beige et l'applique doucement sur les gencives du défunt. Tu ne rêves pas. Il est en train de lui brosser les dents. Et ce n'est pas une anecdote isolée. Des fouilles ont révélé que certains corps momifiés présentèrent des résidus de pâte dentifrice dans la bouche. D'autres avaient des bâtonnets à mâcher posés à côté d'eux dans leurs bandelettes ou dans des petits coffrets funéraires, comme un kit d'hygiène pour l'au-delà. Il faut dire que dans les croyances égyptiennes, parler correctement dans l'au-delà était essentiel. Et pour parler, il faut une bouche fonctionnelle, propre, digne. Les spécialistes débattent encore pour savoir si tous les défunts recevaient ce traitement, ou seulement les prêtres et les notables. Certaines tombes modestes comportaient aussi de petits pots contenant des poudres dentaires, ce qui suggère que même dans la mort, on voulait éviter la mauvaise haleine. Tu imagines l'angoisse, te présenter devant Osiris pour le jugement et bafouiller une formule magique parce que tu as un reste de pain rassis coincé entre les molaires. Non merci. Un prêtre funéraire t'explique, ou plutôt tu l'imagines te l'expliquer, avec ce ton posé des gens qui en ont vu d'autres. Il te raconte comment les anciens Égyptiens pratiquaient le rituel de l'ouverture de la bouche, destiné à rendre aux défunts la capacité de parler, de manger, de respirer dans l'au-delà. Et dans certains cas, cela comprenait le nettoyage symbolique ou réel des dents. Parce qu'un mort qui sent le fauve, c'est pas très engageant pour négocier son éternité. Fun fact, dans certaines momies royales comme celle de Ramsès II, les experts ont observé une usure dentaire tellement avancée qu'on se demande s'il ne s'était pas brossé les dents avec du gravier. Blague à part, cette usure vient du sable contenu dans la nourriture quotidienne et du fait que même les meilleures pâtes dentifrice de l'époque restaient de la poudre dans un monde de pierre. Tu t'attardes devant une vitrine funéraire. À l'intérieur, une petite trousse en ivoire contenant un cure-dent, un bâtonnet de nettoyage et un minuscule flacon en verre contenant des restes de pâte durcie. C'est émouvant, presque intime, comme ouvrir le tiroir de salle de bain de quelqu'un disparu depuis 3000 ans. Un papyrus du Nouvel Empire mentionne même une prière spécifique à réciter en se nettoyant la bouche d'un mort. Elle commence par « Ô souffle pur, retourne à moi ». Poétique non, un peu macabre aussi, mais dans ce monde, les choses les plus profondes se mêlent au quotidien le plus banal, et se brosser les dents, c'est sacré. Tu ressens un étrange respect pour ces pratiques, ces hommes et femmes qui, jusque dans la mort, ne négligeaient pas l'hygiène. Pas par vanité, mais par conviction, parce que la parole est le premier acte de l'âme. Blague du jour, imagine une ligne de cosmétiques funéraires, Pharaoh Clean pour une éternité sans tartre, avec en bonus une encoche dans le cercueil pour ranger ton dentifrice préféré. Mais ce n'est pas une blague pour eux, c'est une préparation sérieuse. Se laver, se parfumer, se faire embaumer et se faire nettoyer les dents, le tout comme une promesse, je suis prêt à parler aux dieux. Tu jettes un œil vers le couchant, la lumière caresse les dunes avec lenteur. Le vent soulève quelques grains de sable qui dansent autour des colonnes brisées.
Et toi, tu imagines les morts marcher lentement vers l'au-delà, bâton à mâcher en poche, bouche fraîche, dignité intacte. Tu souris, parce que maintenant tu comprends même les dieux ont horreur de la mauvaise haleine. Tu quittes la nécropole pour te retrouver dans un marché animé, où les étals débordent d'herbes séchées de résines colorées et de petits sachets de poudre mystérieuse. Ici, l'hygiène dentaire n'est pas seulement une question de santé ou de religion, c'est un commerce florissant, un art de vivre. Un vieil homme aux rides profondes et au sourire éclatant te propose d'essayer sa dernière création. Dans sa main, un petit pot d'argile renferme une pâte blanchâtre parfumée à la myrrhe et à l'encens. Il te raconte que cette recette est un secret de famille transmise depuis plusieurs générations. Un mélange à la fois purificateur et apaisant, capable de combattre la mauvaise haleine et d'adoucir les gencives irritées. Tu observes les autres clients qui déambulent, tenant en main des bâtons à mâcher des petits sacs de poudre ou des fioles contenant des élixirs buccaux. Certains discutent âprement sur la meilleure formule, rivalisant de recommandations comme de véritables influenceurs de l'époque. Les spécialistes débattent encore pour savoir dans quelle mesure ces produits étaient accessibles à toutes les couches sociales. Certains pensent que seuls les riches pouvaient s'offrir les meilleures recettes, tandis que d'autres avancent que les versions simplifiées circulaient largement, preuve d'une véritable culture d'hygiène populaire. Un enfant vend des bâtonnets enduits de miel cristallisé. Il explique avec un sérieux qui te fait sourire que c'est parfait pour attirer les bonnes pensées tout en nettoyant les dents. Et toi, tu ne peux t'empêcher d'imaginer un monde où se brosser les dents serait aussi une petite magie du quotidien. Fun fact, certains commerçants vendaient même des poudres aromatiques pour faire plaisir aux dieux et éloigner les mauvais esprits du souffle. L'hygiène devenait un rituel social et spirituel, bien loin de la simple routine sanitaire. Tu passes devant une boutique où l'on sculpte à la demande des cure-dents en ivoire ou en bois précieux, parfois ornés de hiéroglyphes ou de symboles protecteurs. Un vrai luxe à l'ancienne, bien avant les objets personnalisés sur Etsy. Blague du jour, imagine un influenceur égyptien vantant les mérites de la pâte Pharaon fraîche. Mes amis, cette pâte est tellement puissante qu'elle fait fuir les crocodiles et les mauvaises ondes. Likée et partagée pour une haleine divine, tu remarques aussi que le commerce n'est pas seulement local. Des herbes exotiques, des résines venues du Levant ou de Nubie sont importées, témoignant d'un réseau d'échanges complexe. La mondialisation avant leur version dentifrice. Et puis il y a les petits rituels autour de ces produits. Tu observes une femme préparer son mélange personnel, prenant le temps de moudre les ingrédients avec soin comme pour honorer ses ancêtres. Une cérémonie douce, presque méditative, où chaque geste compte. Tu penses à ta propre routine moderne, et souvent rapide, et tu souris. Peut-être que la lenteur, la patience et le respect dans le soin sont aussi essentiels que le produit lui-même. Alors tu achètes un petit pot de poudre parfumée, non pas pour son efficacité, tu ne sais même pas comment l'utiliser, mais pour le symbole. Pour garder un morceau de cette époque où le dentifrice n'était pas seulement un produit, mais une histoire. Et tandis que le soleil descend doucement, tu t'éloignes, la bouche encore pleine d'odeurs inconnues et le cœur un peu plus léger. Tu te trouves maintenant dans une bibliothèque poussiéreuse, entre des rouleaux de papyrus fragiles et des tablettes oubliées. Ici, les mots sont les gardiens des secrets, et tu vas plonger dans les textes anciens qui racontent cette invention étrange et essentielle, le dentifrice égyptien. Au début, tu es déconcerté. Les descriptions sont souvent cryptiques, mélangeant recettes prières et recommandations médicales. Tu lis lentement, savourant le mystère, découvrant que l'hygiène dentaire n'est pas seulement une affaire de poudre ou de bâtonnet, mais aussi de mots, de formules de chant. Un vieux papyrus trouvé dans une tombe à Saqqara décrit une pâte à base de cendres de natron, de poudre de corail et de miel. Mais il ajoute aussitôt que cette pâte doit être accompagnée d'une incantation pour être efficace. Le texte conseille de réciter « que la bouche soit claire comme le Nil, que la voix soit pure comme l'air du matin ». Tu te demandes si quelque part quelqu'un prononçait ces mots en se brossant les dents avec sérieux pour conjurer la mauvaise haleine. Les spécialistes débattent encore pour savoir si ces incantations étaient des pratiques religieuses ou simplement des conseils psychologiques. Était-ce une sorte de placebo, une croyance puissante dans l'efficacité du rituel, ou un véritable acte magique
pour accompagner le soin, peut-être un peu des deux. Tu découvres aussi des conseils étonnants, comme celui d'éviter certains aliments qui pourraient polluer la bouche avant un rituel sacré. Pas de viande rance, pas d'ail, pas d'oignon, sous peine de déplaire aux dieux de la parole. Il fallait donc non seulement nettoyer sa bouche, mais aussi la préparer avec soin à l'acte sacré de la parole. Fun fact, un texte conseille même de frotter les dents avec des morceaux de coquilles d'œufs brûlés. Tu imagines la sensation, un peeling dentaire made in antique assez abrasif pour faire fuir les esprits malins, mais pas trop pour éviter la casse. Tu lis enfin une anecdote surprenante. Un médecin de l'époque Imhotep, célèbre pour ses talents de guérisseur et ses talents divins, aurait conseillé d'utiliser une pâte composée de myrrhe de menthe et de natron pour soigner une infection buccale sévère chez un pharaon. L'histoire ne dit pas si le pharaon a apprécié le goût, mais on suppose qu'il a survécu à cette expérience gustative. Blague douce, tu imagines un médecin antique prescrivant un dentifrice en disant « ça va piquer un peu mais c'est pour la bonne cause, et si vous souriez trop fort je ne serai pas responsable ». Tu fermes doucement le papyrus, sentant la poussière danser dans les rayons de soleil qui filtrent à travers les volets. Ces textes, bien plus que des recettes, sont un témoignage de la complexité et de la richesse d'une civilisation qui savait que le soin du corps était aussi un soin de l'âme. Tu te lèves emportant avec toi ce mélange d'histoire, de science et de mystère. Ton voyage à travers le temps te donne un nouveau regard sur un geste que tu fais tous les jours, souvent sans y penser. Et tu souris en pensant que parfois il faut traverser des millénaires pour apprécier vraiment le goût de la menthe. Tu déambules maintenant dans une vaste salle consacrée à la médecine et aux soins. Ici, les murs sont ornés de fresques représentant des scènes de vie quotidienne, mais aussi des gestes médicaux précis, comme des incisions, des bandages. Et étonnamment, des figures frottant doucement leurs dents avec des bâtons ou des poudres. Tu t'approches d'un groupe de prêtres médecins qui discutent à voix basse. Ils parlent des bienfaits et des limites des mélanges qu'ils utilisent, et tu te surprends à écouter leurs débats passionnés, comme si tu assistais à une conférence moderne sur les dentifrices. Les spécialistes débattent encore pour savoir si les anciens Égyptiens comprenaient vraiment les causes des caries et des infections, ou s'ils se contentaient de traiter les symptômes visibles. Certains pensent qu'ils avaient une connaissance empirique avancée, basée sur l'observation, tandis que d'autres soutiennent que leur approche était essentiellement rituelle. Tu écoutes un prêtre plus âgé expliquer que l'usage du natron ne servait pas seulement à nettoyer, mais aussi à équilibrer les humeurs du corps, selon la théorie des 4 éléments qui prévalaient alors. Une mauvaise haleine pouvait être le signe d'un déséquilibre entre eau, feu, terre et air. Alors, en se lavant la bouche avec les poudres appropriées, on rétablissait l'harmonie. Fun fact, certains remèdes impliquaient même l'application de pâte de bouse de vache séchée sur les gencives pour soigner les inflammations. Pas très glamour, mais efficace, selon certains textes anciens. Tu observes un scribe prenant note des réactions de ses patients après avoir utilisé différents mélanges. Il semble qu'ils aient noté que certains ingrédients provoquaient des sensations désagréables, mais aussi des améliorations visibles. Le rapport entre douleur et soin n'est pas nouveau. Blague douce du jour, tu imagines un slogan antique dentifrice égyptien, ça pique un peu, mais au moins tu peux crier en paix. Une femme te montre un rouleau de papyrus où figure une longue liste d'ingrédients et leurs vertus. Tu reconnais la myrrhe, la sauge, la menthe, le natron, mais aussi des substances plus mystérieuses comme la galène et le bitume. Tu apprends que ces ingrédients, bien qu'inhabituels aujourd'hui, avaient pour but de désinfecter, parfumer et même fortifier les dents. Certaines poudres pouvaient également agir comme un abrasif doux, éliminant la plaque dentaire. Tu sens une odeur agréable s'échapper d'un petit pot contenant une décoction de fleurs et de résine. Une sensation de fraîcheur t'envahit, presque apaisante. Tu comprends que ces soins ne se limitaient pas à la simple propreté, mais incluaient aussi une dimension sensorielle presque méditative. Alors que tu quittes la salle, un dernier regard aux fresques t'offre un sourire. Des millénaires séparent certes leur époque de la tienne, et pourtant tu te rends compte que le souci de l'hygiène dentaire reste un lien secret, un petit fil rouge entre les siècles. Tu avances lentement le goût de la menthe sauvage, encore sur ta langue prêt à poursuivre ce voyage millénaire. Tu te retrouves maintenant dans un jardin luxuriant, quelque part près d'une île où les herbes poussent en abondance sous un soleil doux et bienveillant. L'air est embaumé par la fragrance de la menthe sauvage, de la sauge
et d'une multitude d'autres plantes que tu ne reconnais pas tout de suite. C'est ici, au milieu de cette nature généreuse, que tu vas découvrir les plantes et herbes utilisées pour le dentifrice égyptien. Tu tends la main vers un buisson de Salvadora persica plus communément appelé arbre à brosse à dents. Tu le caresses doucement, admirant la simplicité de cet outil naturel. C'est cette plante qui fournissait les fameux bâtonnets à mâcher dont tu as déjà entendu parler. Et elle n'était pas seulement un simple balai buccal, ses feuilles et son bois contiennent des substances antibactériennes parfaitement adaptées pour lutter contre les infections. Tu passes ensuite près de la menthe sauvage, que tu écrases entre tes doigts. L'odeur te fait frissonner, c'est un parfum puissant, presque piquant, mais aussi rafraîchissant. Les Égyptiens avaient remarqué que cette plante améliorait l'haleine, mais aussi apaisait les irritations. Une plante multifonction à la fois médicinale et gustative. Les spécialistes débattent encore pour savoir si l'usage de ces plantes était systématique ou réservé à certaines classes sociales. Certains textes suggèrent que les plus pauvres utilisaient des versions plus simples, parfois même des herbes sauvages, cueillies au hasard, tandis que l'élite profitait de mélanges plus élaborés, parfois enrichis de résines précieuses comme la myrrhe ou l'encens. Un jardinier âgé te montre une racine séchée d'iris réduite en poudre. Tu te souviens de la recette mystérieuse mentionnée plus tôt. Il t'explique que cette poudre servait non seulement à parfumer, mais aussi à blanchir les dents, leur donnant cet éclat que tu as déjà vu sur les fresques des pharaons. Fun fact, certains Égyptiens utilisaient même des cendres de plantes brûlées comme abrasif doux, un peu comme un exfoliant pour la peau mais pour les dents. Tu observes une femme préparer un mélange avec plusieurs de ces herbes. Elle parle doucement à ces plantes comme si elle négociait un accord secret. Puis elle les écrase, les mélange, et forme une pâte épaisse qu'elle dépose dans un petit pot en terre cuite. Tu penses à ta propre salle de bain aux tubes de dentifrice industriels et chimiques, et tu te demandes si tu n'aurais pas tout à gagner à revenir à ces ingrédients naturels. Blague douce, tu imagines un dialogue entre deux plantes. La menthe dit à l'iris « Et tu sais que je rafraîchis la laine, mais toi tu as la classe. » L'iris répond « Eh bien sans moi, les pharaons n'auraient jamais eu ce sourire de star. » Tu prends une profonde inspiration, humant cette odeur d'herbe et de terre sèche. Tu sens que ce jardin est un petit miracle, un lieu où le soin du corps et le respect de la nature ne font qu'un. Alors avant de repartir, tu ramasses une feuille de menthe sauvage, la frottes doucement entre tes doigts, et tu te dis que ce geste simple mais chargé de sens est une belle métaphore de tout ce voyage. Tu avances maintenant dans un atelier d'artisans spécialisés où l'on fabrique des contenants et des accessoires liés au dentifrice. Ici, ce n'est plus seulement la pâte ou les plantes qui attirent ton attention, mais tout ce qui entoure leur usage, pots, étuis, spatules et même coffrets ornés de hiéroglyphes. Devant toi, un pot en faïence bleu vif, décoré de motifs floraux, trône au milieu de la table. Tu sais que ces pots étaient précieux, souvent offerts en cadeau, voire déposés dans les tombes comme objets de valeur. Le soin buccal devenait un rituel non seulement personnel, mais aussi esthétique. Tu observes aussi les petites spatules en bois ou en ivoire, utilisées pour prélever la pâte. Leurs formes varient, certaines sont simples, d'autres finement sculptées. Elles permettent d'éviter de contaminer le pot avec les doigts, ce qui témoigne d'une certaine hygiène même millénaire. Les spécialistes débattent encore sur l'étendue de la production artisanale et commerciale de ces objets. Certains pensent que seules les élites pouvaient s'offrir des contenants en faïence ou en ivoire, tandis que les plus modestes utilisaient des pots en terre cuite, non décorés, parfois réutilisés. Tu remarques un petit coffret en bois laqué, orné de hiéroglyphes, qui souhaite longue vie et haleine fraîche. Il est probable que ce coffret ait contenu un assortiment complet pour l'hygiène buccale, bâtonnets à mâcher, pâte dentifrice, cure-dents, et peut-être même un petit miroir. Fun fact, dans certaines tombes, on a retrouvé des kits d'hygiène complets préfigurant presque nos trousses de toilette modernes. C'est fascinant de voir que l'homme ancien n'était pas si différent de nous, attaché à ses rituels de soins et d'apparence. Tu observes l'artisan qui grave délicatement un cure-dent en ivoire. Le détail est minutieux, presque hypnotique. Le geste est lent, mesuré comme une méditation en mouvement. Tu penses à toutes ces petites choses qui accompagnent l'utilisation du dentifrice, les contenants, les outils, les parfums. Ce n'est pas seulement la pâte qui compte, mais l'expérience complète sensorielle et symbolique.
Blague douce, imagine un artisan égyptien qui se plaint, encore un pot cassé. Je vais finir par créer le premier dentifrice incassable. Spoiler, ce sera pour dans quelques millénaires. Tu sens que ce savoir-faire artisanal faisait partie intégrante de la culture dentaire. Chaque objet, chaque détail était une marque de respect envers soi-même et envers les dieux. Alors avec un dernier regard sur ce petit atelier empli d'odeurs de bois et de résine, tu te dis que la beauté et la fonctionnalité ont toujours marché main dans la main. Tu reprends ton chemin prêt à découvrir la suite de ce fascinant voyage. Tu arrives dans une salle où la lumière filtre doucement à travers des fenêtres étroites, illuminant des fresques racontant la vie quotidienne des Égyptiens. Parmi ces scènes, tu remarques plusieurs images de gens se frottant les dents avec des bâtons ou appliquant des pâtes. Ces représentations picturales te révèlent un aspect souvent oublié, la place du dentifrice dans la société égyptienne. Tu observes que ce soin buccal n'est pas réservé à une élite isolée, mais fait partie des habitudes de nombreuses couches sociales. Des scribes studieux aux marchands affairés en passant par les femmes au foyer et même les enfants, tous semblent impliqués dans ce rituel d'hygiène. Les spécialistes débattent encore pour savoir si cette pratique était uniforme ou si elle variait selon le sexe, la classe sociale ou la région. Certaines fresques montrent des hommes se nettoyant les dents avec sérieux, tandis que d'autres représentent des femmes utilisant des herbes parfumées, une forme d'égalité ancienne, peut-être, ou simplement une répartition des rôles et des traditions. Tu t'attardes sur une fresque représentant une scène familiale. Un père tend un bâtonnet à mâcher à son fils, qui le regarde avec hésitation, tandis que la mère prépare une pâte dans un petit pot. Une image pleine de tendresse et d'humanité qui traverse les millénaires pour te parler directement. Fun fact, dans certains cas, les scribes utilisaient des recettes spéciales avec des poudres plus fines et des ingrédients rares, sans doute pour préserver leur voix et leur haleine, essentiels à leur métier. L'hygiène dentaire devenait alors un outil professionnel. Tu souris en imaginant un scribe du temps jadis écrire un rapport. Aujourd'hui, après avoir utilisé ma patte secrète, j'ai dicté sans tousser. Victoire. On est loin du c'était mieux. Avant ici, on voit une vraie compréhension du corps et de ses besoins. Tu découvres aussi que l'hygiène buccale était liée à des croyances plus larges. Une bouche propre favorisait la parole juste essentielle pour les contrats, les prières et les négociations. C'était un petit pouvoir quotidien presque politique. Blague douce du jour. Imagine un débat dans une taverne antique où un client lance « Mon dentifrice est si efficace qu'il fait fuir les disputes ». L'autre réplique « Ah oui, le mien fait fuir ma belle-mère. Ça, c'est un vrai pouvoir ». Tu ressens que ce rituel n'était pas seulement utilitaire, mais aussi social. Un moment partagé, une marque de respect pour soi et les autres. Alors que tu quittes cette salle aux couleurs fanées, tu emportes avec toi cette image d'une société où le soin de soi était une affaire collective, un acte de vie et d'appartenance. Tu avances dans un couloir étroit bordé de fresques anciennes, et tu arrives enfin dans un lieu qui te plonge dans les aspects plus surprenants, parfois méconnus de l'histoire du dentifrice égyptien, son influence sur d'autres civilisations. Tu t'imagines maintenant voyageant sur les routes commerciales antiques, traversant déserts, fleuves et montagnes. Les échanges ne concernent pas seulement les épices ou les textiles, mais aussi des idées, des techniques et des recettes de soins dentaires. Le dentifrice égyptien ne reste pas confiné aux rives du Nil, il voyage vers le Levant, la Grèce-Rome et au-delà. Tu penses qu'à la manière dont certains ingrédients comme le natron, la myrrhe, la résine ou la menthe ont circulé inspirant les praticiens d'autres terres. Des textes grecs antiques mentionnent des pâtes nettoyantes composées d'herbes et de substances boprastonnes abrasives qui ressemblent étrangement aux mélanges égyptiens. Les spécialistes débattent encore pour savoir si ces influences étaient directes ou parallèles. Certains pensent que les Grecs et les Romains ont adopté et adapté ces recettes, tandis que d'autres estiment qu'il s'agit de développements indépendants, motivés par des besoins similaires. Fun fact, on raconte que le célèbre médecin grec Hippocrate connaissait déjà certaines recettes dentaires proches de celles des Égyptiens. Alors peut-être que ton sourire moderne est le fruit d'un héritage vieux de plusieurs millénaires. Tu imagines un dialogue entre un marchand égyptien et un philosophe grec échangeant des secrets sur les meilleures formules pour une haleine fraîche et des dents fortes. « Tu devrais essayer ma pâte au natron, dit l'Égyptien. « Ah, mais la mienne contient de la poudre de corail, réplique le grec tout sourire.
Tu penses aussi aux civilisations moins connues comme les Nubiens ou les peuples du Proche-Orient qui ont intégré ces pratiques dans leurs propres rituels d'hygiène. Tu ressens que le dentifrice égyptien n'est pas seulement une invention locale, mais un maillon d'une grande chaîne de savoir, un symbole de la transmission culturelle à travers le temps et l'espace. Blague douce, imagine un concours antique de dentifrice avec un jury composé d'un pharaon, d'un sénateur romain et d'un marchand babylonien. Le vainqueur, celui qui arrive à faire sourire même le crocodile du Nil. Tu quittes cette salle le cœur léger, conscient d'avoir exploré un aspect méconnu mais crucial de cette histoire fascinante. Tu te trouves maintenant dans un temple presque désert, au coucher du soleil où l'atmosphère devient doucement plus intime, propice à la réflexion. C'est ici que tu vas découvrir les répercussions durables de cette invention sur la santé, la culture et même la psychologie des Égyptiens. Tu réalises que le dentifrice n'était pas qu'un produit, c'était un rituel, un acte quotidien chargé de symboles. Le soin des dents représentait la maîtrise de soi, la pureté du corps et surtout la connexion avec les dieux. La propreté buccale influençait non seulement la santé physique, mais aussi la réputation sociale et le bien-être spirituel. Les spécialistes débattent encore sur l'impact réel de ces soins sur la santé dentaire des Égyptiens. Malgré leur rigueur, certains souffraient encore de caries et d'usures sévères dues à la nourriture granuleuse et au sable omniprésent. Mais dans l'ensemble, ces pratiques contribuaient à retarder les infections graves et à maintenir une haleine acceptable, un exploit remarquable pour l'époque. Tu penses à la dimension psychologique de ce rituel. Prendre soin de soi, se brosser les dents, c'était aussi s'accorder un moment de calme et de respect, un geste qui traversait les générations, un lien invisible entre les vivants et les morts. Fun fact, des chercheurs ont trouvé des traces de dentifrice sur des papyrus médicaux expliquant comment utiliser la pâte pour calmer les maux de tête et les douleurs dentaires, preuve que le dentifrice était aussi un remède multifonction. Tu imagines un pharaon après une longue journée à gouverner prenant un moment pour ce soin humble et essentiel, un moment de douceur dans un monde souvent dur. Blague douce, tu t'imagines une pub antique Pharaoh Smile, parce que même les dieux méritent une haleine fraîche. Toi, tu achètes. Alors que le soleil disparaît complètement, la lumière devient plus douce, presque caressante. Tu sens le poids de cette histoire s'évanouir doucement, remplacé par un calme profond. Tu respires lentement, savourant ce moment de paix. Tu as traversé des millénaires, des mystères et des anecdotes, et tu comprends maintenant que ce simple geste, celui de se brosser les dents, est un pont entre les temps. Tu poses doucement le livre imaginaire de cette histoire millénaire, et tu te laisses glisser dans un silence apaisant. Le rythme ralentit, chaque souffle devient plus profond, chaque pensée plus douce. Tu sens le poids du jour s'alléger, comme si les grains de sable du désert s'étaient déposés laissant place à une mer calme et tranquille. Imagine-toi allongé sur un lit de lin fin, bercé par la chaleur douce de la nuit égyptienne. Le souffle léger du vent caresse ton visage, emportant avec lui toutes les tensions et les soucis. Tu sens cette paix s'étendre doucement, comme un voile léger qui enveloppe ton corps et ton esprit. Les images du passé s'effacent lentement, ne laissant que la douceur d'un instant suspendu. La poussière des millénaires se transforme en une poussière d'étoiles scintillante, apaisante. Tu es ici maintenant dans ce moment de calme où tout est possible, où rien ne presse. Laisse-toi bercer par ce souffle tranquille, cette mélodie silencieuse, ce murmure ancien. Ton esprit s'apaise, ton cœur ralentit, et tu te prépares à glisser doucement vers le sommeil, vers ce repos bien mérité. Bonne nuit et que tes rêves soient doux comme une brise légère sur les rives du Nil.